Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Twitch de l'Humanité. On est le 7 octobre, on a prévu un live un peu spécial aujourd'hui, une édition un peu spéciale. Une édition spéciale d'ailleurs qui s'inscrit un peu dans toute l'initiative du journal, à la fois dans le quotidien, à la fois dans le magazine et donc sur internet. Pour discuter de ça, bonjour Rosa. Salut Théo. Comment tu vas? Ça va, merci. Et toi? Eh ben très bien, très bien. Alors on a préparé plein de choses. On va revenir assez en longueur sur qu'est-ce qui s'est passé depuis un an, qu'est-ce qui s'est passé depuis le 7 octobre 2023. Mais avant, ça nous semblait important de faire un petit point sur la situation au Proche-Orient. Qu'est-ce qui s'est passé ces quelques derniers jours? Est-ce que tu peux nous raconter? Est-ce que tu peux nous expliquer? En fait, ce qui s'est passé ces dernières semaines et ces derniers jours, c'est que le gouvernement de Benyamin Netanyahou, qui est donc en guerre à Gaza depuis un an, a décidé de déporter le centre de gravité de la guerre vers le nord, vers ce qu'ils appellent le front nord, où opérait le Hezbollah, qui est un groupe armé libanais, mais qui est aussi un mouvement politique ayant des représentants dans les instances libanaises, et qui était entré dans une forme de réponse au gouvernement israélien en ouvrant un front au nord tant que les Israéliens opéraient à Gaza. C'est pas seulement ça le problème, c'est le Hezbollah était aussi déployé, disons, dans toute la bande sud du Liban, entre la frontière avec Israël, la ligne bleue, et le fleuve Litanie, depuis extrêmement longtemps. En fait, ce mouvement, il s'est constitué au moment de l'occupation israélienne du Sud-Liban à partir de 82, quand les Israéliens sont entrés au Liban. Donc c'est un mouvement politique armée qui s'est constituée en résistance à l'occupation israélienne. Donc voilà, c'est plusieurs problématiques qui s'enchevêtrent. Ce mouvement, il était aussi il est aussi lié à l'Iran, et donc ce que cherche aussi Benyamin Netanyahou en déportant le centre de gravité de la guerre au nord, c'est à précipiter une confrontation avec l'Iran dans laquelle évidemment il entraînerait son grand allié américain. Donc on se retrouve dans une situation où il y a eu toute l'affaire des beepers. On avait fait une émission là-dessus qui avait visé les principaux cadres du Hezbollah avec des beepers piégés, des talkie-walkie piégés, pour essayer de mettre à bas l'organigramme de cette organisation. Et dans la foulée de cette opération, il y a eu une offensive armée israélienne, ciblant en fait des positions du Hezbollah par des bombardements, par désormais des incursions aussi terrestres en territoire libanais, et puis un pilonnage de la banlieue sud de Beyrouth, la capitale du Liban, officiellement pour cibler des positions du Hezbollah. Mais la banlieue sud de Beyrouth, c'est pas seulement un fief du Hezbollah, c'est aussi une zone résidentielle densément peuplée, dans laquelle se trouvent des populations diverses qui ont dû fuir en masse ces bombardements israéliens extrêmement violents qui ont abouti entre autres à l'assassinat de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah. Tu disais effectivement ils bombardent la banlieue sud de Beyrouth. Est-ce que c'est pas un peu la même rhétorique que quand ils disent on cible des responsables du Hamas à Gaza ou en Cisjordanie, où en fait ils justifient comme ça, alors qu'effectivement là aussi c'est beaucoup de civils, beaucoup de pertes civiles. Est-ce que c'est un peu la même rhétorique et la même stratégie pour Je crois que le Liban? c'est exactement la même rhétorique et exactement la même stratégie, avec une volonté effectivement de cibler des organisations désignées comme ennemies, mais sans égard pour les vies civiles. Et le cynisme va encore plus loin. Nous, on avait traduit, souviens-toi, il y a quelques mois, une enquête de nos confrères israéliens du magazine Plus 972, qui avait révélé l'usage par l'armée israélienne d'une intelligence artificielle qui s'appelle Lavender. Et en fait, Lavender, à partir disons, du profilage d'un certain nombre de Palestiniens, désignait des cibles, et avec une règle qui était que, en fonction de la position de la cible, de la position supposée de la cible dans l'organigramme du Hamas, définissait en fait un nombre de victimes civiles acceptable. Du style, on peut cibler 20 civils pour une cible de bas rang, et puis pour une cible de haut rang, plusieurs centaines de morts civiles peuvent être acceptables. Et donc là, on voit bien que la stratégie
déployés au Liban est de même nature, c'est-à-dire qu'on peut faire s'effondrer des immeubles entiers dans lesquels vivent des populations civiles au prétexte de toucher une cible du Hezbollah. Donc on est effectivement exactement dans les mêmes logiques, la même rhétorique et les mêmes stratégies. C'est la rhétorique de la guerre contre le terrorisme, on l'a vu aussi déployée ailleurs. Cette guerre contre le terrorisme, depuis maintenant plus de 20 ans partout dans le monde, elle a coûté la vie à des centaines de milliers de civils, sans pour autant rendre le monde plus sûr, bien au contraire, elle a plongé des parties entières du monde dans des formes de chaos extrêmement dangereuses. Et donc voilà, on assiste au fait que le gouvernement israélien est dans cette fuite en avant qui en fait non seulement ne rend pas la vie des Israéliens plus sûre, mais conduit en fait toute la région dans une espèce de guerre étendue et sans fin, puisqu'on ne voit pas bien quels sont aujourd'hui les buts de guerre du gouvernement Netanyahou. Ça fait depuis longtemps qu'on parle d'un risque d'escalade, d'un risque d'embrasement. Est-ce qu'on peut dire que là, ça y est, l'embrasement il a eu lieu ? Je crois qu'on y est déjà. On l'a vu avec la réplique iranienne et l'attaque de missiles lancés sur le territoire israélien. Les États-Unis, comme Israël, sont en train de préparer en fait la réponse à cette attaque iranienne. Et en fait, on n'est plus dans l'escalade, on est déjà dans une forme de guerre régionale dont les implications sont aujourd'hui inconnues. On parle aussi d'une région qui est nucléarisée. On sait que Israël détient l'arme atomique. On sait que du côté iranien, il y a un programme de recherche pour se doter de l'arme atomique. Donc, on est dans un engrenage extrêmement dangereux, pas seulement pour la région, mais pour l'ensemble de la planète. Tu disais, au Liban, il y a eu donc les attaques, les explosions des beepers, il y a eu des bombardements, il y a eu des incursions terrestres, notamment avec des chars. Est-ce qu'on a une idée là du bilan actuel? On en est où au niveau de la destruction aussi, dont on parlait du sud de la banlieue de Beyrouth, on en est où là? On en est à plusieurs milliers de personnes tuées, à de très nombreux blessés, à des centaines de milliers de personnes déplacées, avec un bilan qui s'alourdit chaque jour, mais qui a un bilan déjà extrêmement lourd. Je voyais, en fait, il y a effectivement beaucoup de déplacés qui en fait fuient vers la frontière avec la Syrie. Mais j'imagine que c'est pas non plus une situation hyper sûre pour eux. En fait, on les voit un peu bloqués entre la Syrie d'un côté, Israël de l'autre. Vers où fuient les Libanais et les Libanaises? Ils tentent de se mettre à l'abri là où ils peuvent. Tout le monde ne peut pas se déplacer non plus. Il y a aussi des personnes âgées, des malades, des familles. On a vu certains Libanais, et ça c'est très ironique, fuir vers la Syrie, passer la frontière alors qu'il y a peu de temps encore, c'était plutôt des Syriens qui venaient se réfugier au Liban. Le Liban a dû subir aussi le poids de la guerre en Syrie, avec des centaines de milliers de Syriens qui étaient réfugiés au Liban. Et puis c'est évidemment extrêmement compliqué de fuir vers l'Europe, mais il faut parier sur le fait que cette nouvelle guerre va créer de nouveaux afflux de réfugiés en provenance du Moyen-Orient. Merci pour ce petit point un peu actualité, Rosa. On va un peu maintenant discuter, c'est forcément lié, mais avec toute l'initiative de l'humanité qui a développé aujourd'hui, mais en fait déjà vendredi dernier, il y a déjà eu un numéro spécial. Je vous propose de regarder la une de l'humanité de ce matin. Hop, elle est là. Donc vous voyez le numéro spécial 7 octobre, la paix n'est pas une utopie. Pourquoi vous avez choisi ce titre? Pourquoi vous avez choisi cette image? Je regardais un peu, j'ai fait le tour des unes ce matin. En fait, la plupart choisissent des images de destruction, voire des images du 7 octobre 2023 dans les kibbutz, etc. Pourquoi l'humanité on a fait ce choix d'une image et de ce mot fort de la paix? Alors, je voudrais parler de l'image d'abord, parce que c'est une image qui a toute une histoire. Elle a été créée par un artiste israélien qui s'appelle Hanok Piven. Et en fait, il a créé cette image pour le Joint Memorial qui commémore toutes les victimes israéliennes et palestiniennes du conflit, mais déjà depuis avant le 7 octobre, depuis une vingtaine d'années, les espaces dans lesquels
Israéliens et Palestiniens peuvent se parler sont devenus extrêmement rares, et là encore ça date d'avant le 7 octobre, et ce Joint Memorial en fait il rassemble des parents, des proches de victimes palestiniennes et israéliennes qui se battent pour la paix et pour lesquelles la seule issue c'est une paix juste et durable avec la création d'un État palestinien dans les frontières de 67 avec Jérusalem-Est comme capitale, et ça nous paraissait important de donner à voir un peu ce que racontent des Israéliens qui ne sont pas, qui ne partagent pas cette logique de guerre sans fin de Benyamin Netanyahou. Donc c'était aussi leur donner la voix à eux que l'on n'entend pas ou trop peu. Et cette image, elle est chargée de sens en fait. Cet arbre, il le figure avec des allumettes brûlées. C'est aussi une référence aux incendiaires qui sont en train de brûler toute une région. Ça peut évoquer l'olivier aussi, qui est l'arbre un peu symbole de la rive sud de la Méditerranée. Ces oliviers palestiniens sur les terres palestiniennes que brûlent chaque jour les colons israéliens. Et puis ces feuilles qui reverdissent au milieu d'un champ de ruines, de destruction. Donc elle a plein d'entrées possibles, cette image, et ça nous paraissait important de donner à voir ce message là sur le plan graphique. Et puis ensuite, comme je te le disais tout à l'heure, la région, elle est aussi prisonnière d'incendiaires qui veulent l'entraîner dans des logiques de guerre sans fin. Et on vit aujourd'hui dans un monde où la question de la paix a été complètement évacuée du débat public, avec des gens qui en permanence appellent à la mort, à la destruction, à la vengeance, à des cycles de vengeance et de guerre sans fin. Or, nous, à l'Humanité, c'est un peu dans notre ADN. Je rappelle que notre fondateur, Jean Jaurès, a été assassiné en 1914 parce qu'il était opposé à l'entrée de la France en guerre, et il entrevoyait l'horreur de la Première Guerre mondiale. Et donc, cette question de la paix, elle est dans notre ADN, et on est, nous, déterminés, ça fait partie de nos engagements éditoriaux, à affirmer que des chemins de paix existent partout, même sous le régime de guerres atroces. Il faut penser des réponses diplomatiques, il faut penser des réponses de paix. Et c'est un peu ça qu'on voulait affirmer à l'occasion de ce 7 octobre. Et tu disais effectivement, le mot paix a un peu disparu du débat public et du débat médiatique. Je te disais, quand on regarde les unes des différents journaux, en fait, il n'est marqué nulle part le mot paix, alors que on pourrait penser que ça devrait être le maître mot aujourd'hui de la société civile, quoi. Mais bon, ça en est absent. Tu le disais tout à l'heure, comment dire, l'extension du conflit à toute la zone est un peu incontrôlable. On ne sait pas très bien jusqu'où ça va amener, mais en fait, ça correspond aussi à une vision d'Israël, de l'extrême droite israélienne, notamment de Benyamin Netanyahou, mais pas que. Je te propose de regarder un petit extrait. Alors, il est là, du ministre des Finances d'Israël, Bezalel Smotrich. C'est pas ça. Alors non, c'est celui-là, voilà. Donc c'est le ministre des Finances d'Israël qui explique ce que c'est que le Grand Israël. Trying to serve. נורא נורא מורכב. שמתנהגת לפי המערכים שלנו. הריבונות של ישראל מתחילה בים ונגמרת בנהר. בשלב הזה או שבצלב הבא. הוא בחז"ל שהבירה ישראל, היה ירושלים להתרכב עד דמשק. רק ירושלים, עד דמשק. Bezalel Smotrich a une vision maximaliste de la terre promise. Elle inclut les territoires palestiniens, mais aussi des territoires en Jordanie, en Syrie, au Liban, en Irak, en Égypte ou encore en Arabie Saoudite. Une vision certes radicale, mais admise dans le débat public. Je vais revenir un peu avant sur cette carte, parce qu'elle est assez intéressante cette carte en fait. On voit bien que dans le projet du Grand Israël de l'extrême droite israélienne, il y a le Liban, il y a la Syrie, il y a la Jordanie, il y a une partie de l'Arabie Saoudite et de l'Irak. Aujourd'hui, est-ce que ce qu'on voit, tout le conflit là au Liban, au Proche-Orient, est-ce que c'est une preuve de ce projet de Grand Israël de l'extrême droite israélienne ?
Écoute, c'est un projet que l'extrême droite israélienne revendique. Elle est aujourd'hui au pouvoir. Bezalel Smotrich, c'est une des figures aujourd'hui du gouvernement Netanyahou. C'est un extrémiste, un fanatique. C'est quelqu'un qui s'est opposé à l'époque lorsque Ariel Sharon a décidé du retrait, du démantèlement unilatéral des colonies à Gaza, s'était opposé en fait au démantèlement de ces colonies, et c'est quelqu'un qui effectivement a une vision complètement expansionniste, mais d'une certaine manière, tout projet colonial a cette dimension expansionniste, et ce qui se joue aujourd'hui au Liban, on peut imaginer que les plus radicaux dans les franges les plus radicales du pouvoir israélien envisagent de réoccuper, pourquoi pas, le sud Liban. Hein, c'est des tentatives, c'est une configuration qui a existé, et ils imaginent pouvoir reconquérir au moins une partie du Liban. Mais effectivement, parmi les plus fanatiques du gouvernement Netanyahou, certains ne dissimulent absolument pas ces projets d'expansion coloniale. Il faut rappeler que Israël aujourd'hui occupe illégalement les territoires palestiniens, non seulement Gaza, mais aussi la Cisjordanie, mais aussi Jérusalem-Est. Ces territoires-là ne sont absolument pas reconnus par les résolutions de l'ONU comme étant des territoires israéliens. Ils sont reconnus comme des territoires illégalement occupés, et dont devraient se retirer les forces israéliennes, dont devrait se retirer Israël. Et d'ailleurs, la Cour internationale de justice a réaffirmé récemment, dans un arrêt, un peu plus, a réaffirmé que cette occupation était illégale, comme sont illégales les colonies qui se sont multipliées de façon exponentielle sous le pouvoir de Benyamin Netanyahou. Jamais on n'avait autant construit de colonies en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, et c'est aussi le moyen principal d'annexer des territoires entiers. En réalité, aujourd'hui, la Cisjordanie, il n'y a pas vraiment de continuité territoriale, c'est vraiment des îlots palestiniens au milieu de colonies israéliennes, avec un réseau de routes différencié, avec une organisation du territoire qui est vraiment faite pour les colonies et pour enfermer les Palestiniens dans des espèces de petites enclaves territoriales séparées les unes des autres, sous contrôle de l'armée israélienne. Donc cet expansionnisme, il s'exprime déjà dans l'occupation, il se déploie déjà dans l'occupation des territoires palestiniens. Et s'agissant de Gaza, par exemple, on voit bien comment aujourd'hui Israël veut réoccuper, en fait, l'occupation en réalité n'a jamais cessé, la puissance administrante c'est Israël, mais veut recoloniser une partie de la bande de Gaza avec, de la part de ces extrémistes, le projet. En fait, pour l'instant, l'Égypte tient, mais le projet de repousser les populations, vider en fait les territoires palestiniens, des Palestiniens, comme ça a pu être fait en 1948 au moment de la Nakba, où on a chassé des Palestiniens de leurs terres pour pouvoir les annexer, les coloniser. Il y a de la part de Bezalel Smotrich, mais aussi d'autres figures du gouvernement israélien, Itamar Ben-Gvir et bien d'autres, la volonté en fait de se débarrasser des Palestiniens, d'entreprendre des opérations de nettoyage ethnique en Cisjordanie, à Gaza, pour annexer de manière définitive ces territoires-là. Dans le chat, il y a Momal qui dit c'est un impérialisme religieux. Est-ce qu'on peut résumer cette situation à ça? Est-ce que c'est pas un petit peu simpliste, ou est-ce que c'est pas à mettre de côté finalement beaucoup d'autres enjeux? Alors pour moi, la question, elle n'est pas religieuse, hein, c'est vraiment un projet colonial qui se déploie au Proche-Orient avec l'appui des États-Unis. Il faut aussi parler du rôle stratégique des États-Unis dans cette région. En fait, Israël est un peu le poste avancé de l'impérialisme américain dans cette région-là, et rien ne se fait
dans cette région sans l'aval des États-Unis. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec les discours consistant à dire que Benjamin Netanyahou tord le bras à Biden, tord le bras aux États-Unis, etc. Pas du tout. Il y a des hauts gradés américains qui siègent à l'état-major de l'armée israélienne, qui donnent leur feu vert. Ce sont les États-Unis qui livrent les bombes qui sont aujourd'hui larguées par l'aviation israélienne. Ce qui se joue aussi dans l'extension régionale du conflit, c'est la confrontation jusqu'ici indirecte, mais qui menace de devenir directe, entre les États-Unis et l'Iran, parce que les États-Unis refusent de voir l'Iran s'affirmer comme puissance régionale. Les États-Unis sont alliés dans cette région à d'autres puissances comme l'Arabie Saoudite, comme Israël, comme les pétromonarchies du Golfe, etc. Donc il faut vraiment le voir. Voilà. Pour moi, la grille de lecture la plus valable, c'est la grille de lecture coloniale, c'est la grille de lecture qui met en lumière les intérêts stratégiques que les États-Unis défendent dans cette région. C'est vraiment là-dessus qu'il faut mettre le focus. La question religieuse, elle vient en fait couvrir ces motifs-là, et bien sûr que dans le gouvernement israélien, il y a des fanatiques, des millénaristes qui affirment des motifs religieux, mais il me semble que ces motifs religieux, ils servent en fait de prétexte à la justification de ce projet colonial, de cet expansionnisme. Il y a une autre question de Abribus dans le chat, alors qu'elle est un peu longue, je vais peut-être pas aller au bout. Les conditions de la paix sont-elles réunies? Nous en sommes très loin pour des raisons géostratégiques, pour des raisons politiques en Israël, dans le monde arabe, en Europe, pour des raisons génocidaires et de haine sans fin. L'histoire n'a pas démarré le 7 octobre 2023. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse? Est-ce que les conditions de la paix sont-elles réunies? Non, les conditions ne sont pas réunies. Non. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense qu'il faut les conditions de la paix, il faut y travailler, il faut les imposer. Et alors, dans ce qu'on a publié la semaine dernière, il y a un entretien très intéressant de Sylvain Sipel, qui est un journaliste spécialiste du Proche-Orient, qui explique qu'en fait la solution ne viendra pas de l'intérieur d'Israël, que les choses y sont trop verrouillées et que ça viendra de l'extérieur. Et moi, je crois en fait à l'idée qu'il faut imposer des sanctions, il faut imposer un embargo sur les armes, Alors, on voit bien là ce week-end le sort fait par Benjamin Netanyahou à Emmanuel Macron, qui a osé affirmer qu'il fallait cesser de livrer les armes utilisées à Gaza. Il s'est effectivement assez vite rétracté, mais je crois qu'on est sur le bon chemin. C'est-à-dire que pour arrêter cette guerre, 1, il faut stopper les livraisons d'armes. 2, il faut sanctionner le régime israélien pour les crimes de guerre qui sont commis aujourd'hui à Gaza et au Liban. Et de ce point de vue-là, la justice internationale s'est saisie de ces questions. Non seulement la Cour internationale de justice, on évoquait tout à l'heure les arrêts qu'elle a rendus sur l'illégalité de la colonisation et de l'occupation, mais elle a aussi, à la demande de l'Afrique du Sud, ouvert une procédure sur la question du génocide, avec des mesures conservatoires qui ont été ordonnées par la Cour internationale de justice, qui a demandé à Israël de tout faire pour empêcher la commission d'un crime de génocide à Gaza, de tout faire aussi pour empêcher l'incitation au génocide à Gaza. Donc ça, c'est une procédure, elle se prononcera définitivement peut-être dans plusieurs années, mais c'est quelque chose d'un peu nouveau. Et puis, il y a aussi la procédure en cours à la Cour pénale internationale qui pourrait délivrer des mandats d'arrêt. En tout cas, le procureur de la CPI a demandé la délivrance de mandats d'arrêt contre des dirigeants politiques et militaires israéliens pour accusés, disons, de crimes de guerre à Gaza. Donc, il y a ces procédures judiciaires, etc. Et puis, on est aussi dans une configuration où il y a des complicités, des complaisances, des complicités occidentales, mais le reste du monde s'élève contre ce qui est en train de se produire à Gaza, ce qui est en train de se produire au Liban. Je ne sais pas si tu as vu ces images de Netanyahou intervenant à la tribune des Nations Unies lorsqu'il a pris la parole. Il a parlé
devant des travées vides parce que la plupart des délégations ont décidé de boycotter son discours et de sortir en signe de protestation contre sa politique d'anéantissement à Gaza. Donc le monde ne se résume pas aux puissances occidentales. Il y a des pays du Sud global qui ont un poids grandissant aujourd'hui dans le monde. Les institutions multilatérales ne reflètent pas forcément cet état du monde qui est de plus en plus multipolaire, mais les choses sont en train de bouger, sont en train d'être bousculées, et on a des précédents historiques. Le régime d'apartheid en Afrique du Sud, il a fini par tomber parce qu'il y a eu une mobilisation des formes de solidarité internationale qui se sont exprimées partout dans le monde pour la libération de Mandela, pour la fin du régime d'apartheid, qui ont fini par contraindre les États à prendre des sanctions contre le régime d'apartheid, des sanctions économiques, un embargo sur les armes, et ça a contribué à faire chuter le régime d'apartheid. Donc, il faut pas. Je serais tentée de dire que tout est fait pour nous déprimer, pour nous expliquer qu'il n'y a pas d'issue possible, que la paix est impossible dans cette région, qu'on serait sous le régime de guerre sans fin, perpétuelle, etc. Non, il y a des solutions diplomatiques. Et il faut que des États sous la pression aussi des peuples, sous la pression des citoyens, s'engagent à mettre sur la table ces solutions diplomatiques et obliger en fait l'État d'Israël à mettre fin à ces crimes et obliger aussi l'État d'Israël à reconnaître que cette terre n'est pas pour un seul peuple. Non, ce n'est pas vrai. Cette terre elle est aussi la terre des Palestiniens. Il y a des solutions qui ont été envisagées à deux États, peut-être d'autres solutions, mais elles existent, elles sont réfléchies, pensées. Il faut mettre en œuvre ces solutions qui vont permettre au peuple palestinien que son droit à l'autodétermination soit enfin reconnu et appliqué. Et ça passe, par exemple, en France, par la reconnaissance d'un État palestinien. D'ailleurs, on avait lancé un grand appel il y a quelques mois maintenant. C'était quand? C'était au mois de mai, au mois de juin, pour un grand appel avec beaucoup de personnalités, beaucoup de personnes de la société civile qui demandaient à Emmanuel Macron de reconnaître l'État palestinien. Pour toi, ça fait partie des conditions qui pourraient faire en sorte d'amener la paix au Proche-Orient, la reconnaissance de cet État palestinien? En tout cas, il faut tirer les leçons de l'échec du processus d'Oslo. Le processus d'Oslo qui avait été engagé par Yasser Arafat et Yitzhak Rabin. Donc ce processus de paix s'est fracassé sur le fait qu'il laissait dans le flou le statut final. C'est-à-dire que le but, la création d'un État palestinien était renvoyé au calendrier grec. Puisque ça n'a pas marché comme ça, peut-être qu'il faut commencer aujourd'hui par reconnaître que la communauté internationale reconnaisse un État palestinien, ce qui donne aussi des leviers aux Palestiniens dans les enceintes internationales, etc. Et que cette reconnaissance par le reste du monde parvienne à contraindre Israël à prendre en considération cette réalité politique et à engager un processus de décolonisation authentique. Je vois dans le chat, il y a la modération qui nous met les liens vers notamment les reportages dont tu parlais. C'est vrai que là, ça fait 2 semaines maintenant que notamment Pierre Brabançais est en Israël. D'ailleurs, on l'aura tout à l'heure, dans un quart d'heure, une demi-heure. Normalement, on l'aura sur WhatsApp, en visio. Il sera, si tout va bien, devant la Knesset, donc le Parlement israélien. Et il nous montrera peut-être des hommages, des cérémonies, des militants pacifistes. On ne sait pas encore très bien, c'est toujours un peu difficile d'organiser ces visios. Je vous le dis aussi, normalement, on aura Paul Khalifé, qui est un pigiste de l'humanité, qui travaille au Liban. Et qui a produit pas mal de papiers ces derniers temps, évidemment, et qui, normalement, pareil, si on réussit à l'avoir, on l'aura en visio pour qu'il nous parle un peu de la situation là-bas, de lui, ce qu'il vit, de ce qu'il voit. Donc ouais, je disais, il y a eu beaucoup de reportages qui ont été faits, donc par Pierre Brabançais, voilà, super, la modération met tous les liens. Je pense notamment, il me semble que tu en parlais tout à l'heure, d'un reportage dans un village qui a été envahi par, il me semble, 400 soldats israéliens, qui a été mis à sac, qui depuis quotidiennement, les colons et les soldats viennent empêcher les gens de travailler, viennent voir brûler leurs récoltes, etc. Pourquoi c'était important de prendre autant de temps et de dépêcher des gens sur place
pour voilà, participer à ce numéro du 7 octobre. Parce que c'est vrai que le reportage a beaucoup de place là, dans les numéros. Pourquoi c'était important de faire ça pour l'humanité ? Alors d'abord, c'était important pour nous de faire entendre des voix de Gaza, de donner à voir aussi le travail des journalistes palestiniens qui, au péril de leur vie, ils sont 130 à avoir été assassinés depuis le 7 octobre, mais des journalistes palestiniens continuent de travailler à Gaza, et dans le numéro spécial qu'on publie aujourd'hui, vous pouvez retrouver le reportage de nos confrères palestiniens qui nous parlent du sort des enfants à Gaza. Et c'est un reportage vraiment poignant. Je cite aussi l'Humanité Magazine. On a fait aussi un numéro spécial de l'Humanité Magazine dans lequel on publie le témoignage de Ziad Medouk, qui est un prof de français miraculé, hein, il le dit, le fait d'être toujours en vie un an après tient du miracle, et il raconte cette année en enfer qu'il a vécu avec toute la population de Gaza. Donc c'était important pour nous de se faire l'écho de ce travail-là, d'autant que la guerre qui s'y déroule est une guerre à huis clos, puisque nous, journalistes étrangers, nous n'avons pas le droit d'entrer dans Gaza. Hein. Les autorités israéliennes, dès les premiers jours du bombardement, ont complètement verrouillé ce territoire et l'ont interdit aux journalistes étrangers. Et puis, c'était important pour nous de mettre en lumière aussi ce qui se passe en Cisjordanie. On va publier encore demain un reportage de Pierre Barmancet à Tulkarem, où il témoigne en fait de la guerre qui est menée aux réfugiés palestiniens de ce camp de Tulkarem, qui fait aussi l'objet qui est aussi la cible de bombardements, qui est la cible. La semaine dernière, je crois que c'était un camp de réfugiés qui a été bombardé à Tulkarem, c'est ça ? Exactement, ouais. Et qui est aussi l'objet d'incursions très fréquentes de l'armée israélienne qui maltraite les populations, qui détruit toutes les infrastructures, etc. Donc, il y a eu aussi des centaines de morts en Cisjordanie depuis un an, depuis le 7 octobre, à la fois dans des opérations de l'armée israélienne, mais il y a aussi ce phénomène des colons extrêmement violents qui s'en prennent aux Palestiniens, qui bloquent des routes, qui font irruption dans les oliveraies qu'ils brûlent ou dont ils volent les récoltes, qui tuent. Hein. Il faut rappeler que le ministre de l'Intérieur israélien, Itamar Ben-Gvir, l'une des premières choses qu'il a faites dans la foulée des premiers bombardements à Gaza, c'est de distribuer des milliers d'armes aux colons de Cisjordanie. Donc on parle de gens qui sont armés, fanatiques, dangereux, pour qui une vie palestinienne ne vaut strictement rien, et donc qui tue. Donc il nous fallait aussi témoigner de cette situation en Cisjordanie qui a eu tendance à être un peu peut-être éclipsée par l'horreur de l'entreprise d'anéantissement en cours à Gaza. Mais raconter la colonisation, c'est aussi raconter ces exactions des colons qui, sous la protection de l'armée israélienne, rendent la vie des Palestiniens de Cisjordanie absolument invivable. Justement, là, on voit là sur le stream le reportage de Pierre Barmancet, donc qui a été publié vendredi dernier sur Al-Mougaïr. Un village qui est l'objet de ces attaques de colons. Voilà. Il y a aussi des reportages sur les kibboutz qui ont été attaqués le 7 octobre. Pareil, je vous invite à aller lire tout ça. Je vous rappelle, si vous voulez, il y a vraiment un gros travail qui a été fait là pour ces derniers jours. Donc si vous avez envie d'aller lire tout ça, allez-y. Alors tout n'est pas en accès gratuit, mais de toute façon, vous pouvez vous abonner à l'Humanité. Ça permet de soutenir ce travail qui est assez indispensable pour donner la parole aux Palestiniens, aux Cisjordaniens. Je voulais aussi vous montrer quelque chose. En fait, c'est toi, Rosa, qui voulait nous montrer quelque chose. Donc c'est Arthur, journaliste plutôt spécialisé data à l'Humanité, qui a fait un travail avec une association, avec une ONG Tech for Palestine, et qui a fait tout un travail de recensement, de recroisement de données, et qui est arrivé à tout un tas de chiffres, de données. Donc là, voilà, on voit le nombre de morts depuis le 7 octobre, mais il y a aussi ce dont tu parlais. À côté de ces morts dans la bande de Gaza, il y a aussi les morts en Cisjordanie occupée. Donc là, on voit, je crois que c'est 1200, 1300 personnes, 1400 décidément. 1400, c'est les attaques de colons. Ah oui, pardon, et les victimes elles sont en dessous. Ouais. Il y a aussi tout un travail sur les profils des personnes mortes.
Ça, c'est hyper important ce travail sur les profils des victimes à Gaza parce que l'armée israélienne, le pouvoir israélien prétend cibler essentiellement des combattants du Hamas. Or, on voit que près d'un tiers des victimes identifiées sont des enfants de moins de 18 ans. Il y a aussi la ventilation par femmes-hommes. On sait qu'il n'y a pas de femmes dans les rangs du Hamas. Ouais. Et donc ça prouve vraiment, enfin l'essentiel des victimes sont des femmes et des enfants. Donc on voit bien là que le bilan le plus lourd, il est du côté des civils évidemment. Il y a aussi un graphique sur les bâtiments qui ont été détruits. Donc là on voit 125 écoles et universités ont été détruites depuis le 7 octobre. Donc des bâtiments publics, les écoles, les universités sont là et des mosquées. Voilà. Et ensuite là il me semble que c'est le nom de nombreuses victimes. Ça, c'est les noms des journalistes qui ont été assassinés à Gaza. Voilà. On a tenu en fait à... un des aspects aussi de la couverture de ce conflit, c'est que les victimes palestiniennes ne sont jamais nommées, leurs visages sont rarement mis en avant et les nommer, c'était aussi important pour nous pour s'inscrire, disons, à contre-courant de cette déshumanisation dont les victimes palestiniennes ont fait l'objet. Donc voilà, inscrire les noms de nos confrères journalistes assassinés à Gaza, c'était aussi quelque chose qu'on tenait à faire. Il faut aussi rappeler qu'à l'heure d'aujourd'hui, les journalistes sont toujours empêchés d'aller dans la bande de Gaza, les journalistes internationaux. Et donc en fait, on ne peut compter que sur les journalistes palestiniens qui font un travail remarquable, qui mettent leur vie en danger. Mais aujourd'hui, les journalistes internationaux ne peuvent pas entrer dans la bande de Gaza de la même manière que pas les commentateurs, à part les ONG, et encore c'est compliqué, mais sinon, la bande de Gaza est complètement verrouillée et complètement étanche à toute venue extérieure, quoi. Et en fait, même sur les convois humanitaires, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. L'aide humanitaire n'entre qu'au compte-gouttes, au bon vouloir de l'armée israélienne. Demain, dans l'humanité, si vous plongez dans notre édition de demain, on aura un long entretien avec Tamara Al-Rifai, qui est la porte-parole de l'UNRWA, c'est l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, qui est le principal opérateur humanitaire aujourd'hui à Gaza. Pour ne pas dire le seul, enfin disons que sans l'infrastructure de l'UNRWA, l'aide humanitaire ne pourrait pas se déployer dans la bande de Gaza. Et donc elle revient aussi sur les difficultés d'acheminement de l'aide humanitaire, sur le fait que cette agence onusienne elle-même a payé un lourd tribut avec des dizaines de ses employés tués dans les bombardements, avec aussi une façon pour l'État israélien de prendre pour cible cette agence des Nations Unies qu'elle accuse de tous les maux, ce qui complique évidemment beaucoup le travail de l'ONU dans cette région. Elle nous explique aussi dans cet entretien que les bâtiments de l'UNRWA, les écoles de l'UNRWA qui avaient été transformées en abris ont été, pour beaucoup d'entre elles, prises pour cible. Des centres de santé de l'UNRWA aussi ont été pris pour cible, ce qui évidemment met en péril tous les services de base que cette agence de l'ONU fournit à la population. C'est aussi quelque chose dont on discutera un petit peu tout à l'heure. En fait, c'est vrai que j'y repense, je vous ai pas fait le programme de ce stream. Donc tout à l'heure, aux alentours de 15h normalement, donc dans une vingtaine de minutes, on recevra quelqu'un du Secours populaire français qui nous parlera à la fois de la situation humanitaire dans la bande de Gaza, mais aussi au Proche-Orient, au Sud-Liban, etc. Et qui nous parlera des actions du Secours populaire, qu'est-ce qu'ils peuvent ou pas faire dans ces endroits-là. Je reprends le fil. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que je voulais vous montrer? Je ne sais plus. Ah oui, si, peut-être sur le Grand Israël, on a fait... attendez, normalement je l'ai là. À l'Humanité, on a fait un article, un article donc, de Bruno Audin, mais que c'est Mathilde, la personne chargée des réseaux sociaux, qui l'a mis en vidéo. Peut-être on regarde ça, et ça permettra un peu de refaire le point, c'est assez court, sur ce dont on parlait tout à l'heure. Vous avez déjà entendu parler du cette justification laquelle Netanyahou Netanyahou par Eretz Israël, sa fondation
Ainsi, Netanyahou, selon un schéma qui débouche sur aucun avenir, l'administration israélienne comme du négatif, alors que cela ne correspond pas à figurer toutes les interactions. Permet à Netanyahou Voilà, pendant que Eliane est venue faire des petits réglages son, ça résume un peu ce que tu disais tout à l'heure, Rosa, sur cette stratégie. Contre les géants de la patience. La petite vidéo là de Mathilde, ça résume un peu ce que tu disais tout à l'heure sur Eretz Israël, le grand Israël. Attends, je suis perdu avec mes trucs là. Je pensais aussi, je disais tout à l'heure, donc on disait il y a eu des reportages en Cisjordanie, il y a eu des reportages dans les kibbutz, il y a aussi eu des reportages à Tel Aviv et à Jérusalem. Pour beaucoup de médias, le 7 octobre, c'est d'abord l'attaque du Hamas sur Israël. Pour nous, c'est pas que ça. C'est à la fois l'attaque du Hamas sur Israël, mais c'est aussi un an d'escalade, un an de massacre. Comment vous avez réussi à mélanger tout ça, manier tout ça pour réussir à montrer les deux dans ce numéro spécial? Ça a été toute une série de discussions. On a beaucoup réfléchi à la façon dont on allait traiter cet anniversaire, cet obscur anniversaire. Et une des convictions que nous, on a, c'est qu'on n'a pas à avoir une empathie sélective. C'est-à-dire que les civils israéliens qui ont été assassinés le 7 octobre, ils ont notre empathie tout autant que les victimes palestiniennes, et on voulait commémorer toutes les victimes civiles. Ça, c'est un choix éditorial qui est le nôtre, et en même temps on voulait aussi mettre en perspective tout ça, alors à la fois avec des reportages évidemment qui racontent les choses sur place un an après, côté israélien, côté palestinien, mais on voulait aussi mettre les choses en perspective, et je ne sais pas qui tout à l'heure disait les choses n'ont pas commencé le 7 octobre. Ces événements, ils s'inscrivent aussi dans le temps long d'une entreprise coloniale, et c'est ce qu'on a aussi essayé de donner à voir avec des entretiens, avec un certain nombre d'articles d'analyse, etc. Et c'est ça qu'on a voulu mettre en relief. Et on a voulu aussi explorer un peu toutes les questions politiques qui sont posées. Et tout à l'heure, dans la vidéo, Mathilde revient sur les projets de Netanyahou, etc. On a voulu donner des clés de compréhension de ce côté-là aussi, sur ce qu'est ce gouvernement israélien, quels sont les projets de cette extrême droite israélienne au pouvoir. On a notamment publié un portrait de Benjamin Netanyahou, et en fait, Netanyahou est l'une de ces figures du refus de la paix, mais depuis longtemps. Lorsque les accords de paix d'Oslo ont été conclus entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, qui avait à l'époque, même s'ils ont sombré depuis, à l'époque ça avait ouvert quand même une fenêtre d'espoir. À ce moment-là, les ultras israéliens déjà manifestaient en vilipendant Rabin, en le traitant de traître, et Benjamin Netanyahou se trouvait parmi ces manifestants qui critiquaient extrêmement violemment Rabin, qui en appelait à le tuer, et quelques semaines plus tard, Rabin était assassiné par un extrémiste juif. Et Benjamin Netanyahou a fait partie de ce processus, c'est-à-dire que, et d'ailleurs c'est comme ça qu'il est arrivé aussi au pouvoir, et aussitôt il a œuvré à enterrer ces accords de paix. Dans le même temps, il y avait les attentats suicides du Hamas en Israël qui ont aussi contribué à enterrer cet espoir de paix. Et on voulait raconter aussi d'où venait cet homme politique, quelle ligne il incarne sur le long terme. Et Netanyahou, c'est véritablement un homme qui n'a jamais voulu de la paix, qui a œuvré à enterrer tout espoir de paix au Proche-Orient. Et cette
droite et cette extrême droite israélienne se vit comme étant en guerre perpétuelle, en mission, et on a voulu aussi analyser cela et éclairer ce qu'était devenu la scène politique israélienne, où les pacifistes ont été complètement marginalisés, avec aussi une destruction systématique de tous les espaces démocratiques qui pouvaient encore exister dans cette société-là. On ne parle pas de démocratie ou de seule démocratie du Moyen-Orient, mais il y avait quand même des espaces de libre expression qui pouvaient exister et que Netanyahou œuvre à démolir les uns après les autres. Donc voilà, on voulait aussi raconter cette société israélienne qui s'est radicalisée, qui s'est déportée vers la droite, qui a été désertée aussi par des générations entières de jeunes pacifistes qui, n'en pouvant plus, ont décidé de fuir le pays et d'aller vivre à Berlin, à Londres, à New York ou je ne sais où. Donc on voulait aussi avoir cet éclairage sur la société israélienne, les contradictions qui la traversent et la façon dont les extrémismes aussi l'ont beaucoup travaillé ces dernières années. C'est vrai que là, dans les différents reportages, on entend en fait beaucoup de paroles israéliennes, mais des paroles progressistes, des paroles pacifistes. Je pense par exemple dans le reportage, il me semble, sur les kibboutz, des habitants des kibboutz qui racontent l'horreur qu'ils ont vécue, mais qui disent aussi la politique de Netanyahou contribue aussi à mener à ça, quoi. Je pense aussi à l'interview avec, il me semble, la journaliste de Haaretz, il me semble que c'est celui-là. Oui. Oui, voilà, c'est ça. Donc Haaretz, un grand quotidien israélien progressiste, qui très régulièrement se fait censurer. Il y a eu quelques semaines, ses bureaux à Ramallah ont été pénétrés par l'armée israélienne. Donc effectivement, en fait, on voit qu'il y a aussi beaucoup de paroles israéliennes. Alors là, c'est pas Haaretz. Ah, zut. Là, c'est un article de Haggai Matar, qui est le directeur du magazine israélien Plus 972, qui raconte justement la façon dont la presse israélienne est soumise au bâillon militaire qui empêche la publication d'un certain nombre d'articles ou qui expurge des articles d'un certain nombre d'informations dont l'armée israélienne juge qu'elles ne devraient pas être rendues publiques. Donc ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur les espaces de liberté qui se restreignent en Israël même. Mais je suis pas fou, il y a bien eu une interview avec un ancien journaliste d'Haaretz. Un éditorialiste. Je n'arrive pas. Ah bah si, c'est voilà. Il était juste en dessous. Gideon Levy. Voilà. Donc ça montre bien qu'il y a effectivement il y a aussi, il me semble, une tribune de l'ancien président de la Knesset. Avraham Berg. Voilà, c'est ça. Alors, ce sont effectivement des voix qui aujourd'hui en Israël sont minoritaires, qui sont d'une certaine façon marginalisées, mais nous, on tient à faire entendre ces voix-là. Qui ne partagent pas en fait les choix politiques et les choix de fuite en avant guerrière du gouvernement israélien. On l'a toujours fait dans l'humanité, faire entendre ces voix dissonantes, ces voix critiques, ces voix qui en fait appellent aussi au respect des droits du peuple palestinien. Et voilà, ça fait partie aussi de nos engagements pour la paix, donc qu'on évoquait au début de notre conversation. Rosa, il nous reste quelques minutes. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire sur le 7 octobre, sur ces 1 an d'escalade et de massacre, sur les choix un petit peu de la rédaction? Je te laisse conclure. Simplement pour dire que effectivement l'histoire n'a pas commencé le 7 octobre, l'histoire de l'occupation, de la colonisation n'a pas commencé à ce moment-là, mais c'est quand même un point de bascule, un moment qui a fait basculer le Proche et le Moyen-Orient dans une autre dimension. Aujourd'hui, on est effectivement dans un engrenage qui peut avoir des implications à l'échelle mondiale. Et pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, les voies de la paix, elles ne sont pas complètement obstruées. La seule possibilité pour emprunter ces voies de paix, c'est aussi la mobilisation des peuples, c'est la mobilisation citoyenne qui contraindra demain les États à mettre en avant et à promouvoir des solutions diplomatiques au Proche et au Moyen-Orient, mais aussi ailleurs sur la planète. Et voilà, ça fait partie de nos engagements éditoriaux. Et voilà, je vous invite à continuer de lire l'Humanité et à retrouver
tous ces reportages, ces entretiens, ces analyses qui font entendre une autre voix que celle en fait de l'inéluctabilité de la guerre. La guerre n'est pas inéluctable, d'autres solutions existent et c'est à ça qu'il faut travailler. Merci beaucoup Rosa. Merci à toi.